Être discipliné sur le burn, c'est une des choses les plus difficiles quand on est jeune entrepreneur, pour la simple et bonne raison qu'on n'a jamais eu vraiment besoin de gérer l'argent d'autres gens. C'est très différent de gérer son budget pour se mettre des caisses et payer son loyer que c'est pour payer des salaires, faire de l'acquisition payante. Et donc du coup, la transition n'est pas forcément évidente. Donc ça, c'est la seule chose sur laquelle il faut vraiment travailler, être bien discipliné, c'est qu'il faut expliquer comment vous allez mettre l'argent à travailler. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Mathias Pastor, je travaille à The Family. J'essaie de faire une présentation qui n'est pas trop technique non plus, parce que technique, c'est souvent vite chiant. Et je ne sais pas trop qui vous êtes dans la salle. Donc juste pour avoir une petite idée, qui ici est déjà en train de monter une boîte? Ok. Parmi vous, qui a déjà levé des fonds? Ok. Donc pas grand monde quand même. Et qui, parmi ceux qui sont en train de monter une boîte et qui n'ont pas encore levé de fonds, essaie ou pense bientôt vouloir le faire? Ok, donc quelques-uns d'entre vous quand même. Pour les autres, n'hésitez pas à me poser des questions qui sont liées à vos boîtes, à d'autres méthodes de financement. Moi, je vais surtout parler des méthodes de financement qu'on conseille à nos startups et que nos startups utilisent. Mais il y en a plein d'autres. Enfin, il y en a plein d'autres. Il y en a quelques-uns d'autres, donc c'est intéressant d'en parler aussi. Si jamais quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Et si vous trouvez que... si vous avez des questions sur moi, je suis ravi de parler de ce que j'ai fait avant. Je comptais vraiment faire un truc plus basé sur l'expérience de nos boîtes plutôt que sur la mienne, juste parce que mon expérience était un peu particulière. Pour vous donner une explication super rapide, et je peux aller en plus en détail après si vous voulez. J'ai monté une boîte avant de rejoindre The Family pendant que j'étais étudiant. Donc en fait, j'ai pris une année sabbatique après le bac parce que je n'avais pas été pris dans l'école dans laquelle je voulais, que j'étais un enfant de 18 ans un peu con, avec pas mal d'ego et qui se disait moi j'en veux une et une seule, et donc du coup je prends une année. Pendant cette année-là, j'ai retrouvé un copain d'enfance que j'ai un peu perdu de vue. Et il m'a parlé de ce sur quoi il était en train de bosser. J'ai trouvé ça cool. Et donc, on a commencé à bosser ensemble. Et il nous arrivait une situation assez étrange où, en fait, sans trop mettre de réflexion préalable, on s'est retrouvé à lever de l'argent très tôt auprès de gens qui n'avaient pas forcément l'habitude d'investir en venture. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation un peu invraisemblable à lever quelques centaines de milliers d'euros, construire un board, enfin bref, faire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû faire à ce stade de développement et qui nous ont emmenés dans un chemin de complications assez invraisemblable. On a construit cette boîte pendant 3 ans, on a fini par la fermer parce qu'on a réalisé qu'on avait fait plein d'hypothèses qui étaient complètement fausses. Et on a eu le malheur d'être dans un marché qui était ultra saisonnier. Et du coup, ces hypothèses-là, elles nous ont quand même coûté 3 ans de nos vies et elles ont coûté à nos investisseurs pas mal d'argent. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu de contexte. C'est une boîte dans l'éducation, on peut en parler. Pourquoi il faut absolument pas monter une boîte dans l'éducation, etc., etc. On en parlera pas. Et je dis pas que ça parce que je suis aigri. Je pense avoir un peu regardé le truc, mais on peut en parler. Bref, donc commençons avec les levées de fonds les levées de fonds et les levées de fonds surtout au début. Ceux qui ont levé des fonds, je suppose que c'était les premiers fonds que vous leviez, ouais, ou les deuxièmes fonds peut-être que vous leviez. Si c'est pas le cas, je m'adresse surtout à ces gens-là qui vont lever des fonds pour la première fois. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ment dans cette industrie. Tout le monde ment constamment. C'est-à-dire que la première chose que les entrepreneurs nous disent quand ils viennent, c'est « Ah, mais moi, je galère à lever 2 millions, mon concurrent, il a levé 4 millions. » Et après, quand on arrive à faire lever les 2 millions à cette boîte-là, on lit l'article TechCrunch et l'article TechCrunch dit « Startup.com a levé 4 millions d'euros. » On lui dit « Mais attends, tu as levé 2 millions et tu as galéré, pourquoi est-ce que tu as dit que tu avais levé 4 millions ?» Il dit « Oui, mais mon concurrent a dit qu'il avait levé 4 millions, je n'allais quand même pas dire que j'avais levé 2 millions d'euros. » Et donc on se retrouve dans des bulles où non seulement, effectivement, il y a de plus en plus d'argent qui rentre, mais en plus, les gens commencent à raconter un peu n'importe quoi sur leurs chiffres. L'autre truc, c'est que quand vous lisez les journaux, vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez jamais voir qu'il y a une start-up qui lève parce qu'elle est complètement perdue sur ce qu'est son business model. Parce que c'est évidemment pas une bonne une. À chaque fois que vous allez lire un titre sur une levée de fonds, ça va être Startup.com lève parce qu'elle a envie d'étendre son activité dans un nouveau pays, parce qu'elle a envie d'encore accélérer sa croissance. Elle ne va jamais dire qu'elle est en train de perdre de l'argent structurellement sur chacun de ses clients et qu'elle n'a aucune idée de comment elle va pouvoir rendre cet argent-là à ses investisseurs. Okay. Donc, quand vous êtes dans une situation de galère, il faut se rendre compte que c'est souvent le cas des gens autour de vous aussi. Ça, c'est la première chose. Ne jamais croire que ce qu'on lit dans les journaux est vrai. Okay. Ensuite, avant même de penser à la levée de fonds, il y a quelque chose qui est invraisemblable, et notamment chez les jeunes entrepreneurs, et encore plus chez les entrepreneurs étudiants. J'ai fait ces erreurs-là, donc je le sais. C'est à quel point ils sont incapables de garder une cap table propre. Okay. Une cap table propre, ça prend plusieurs formes.
La première chose, c'est de réaliser que s'il y a des écarts énormes d'actionnariat entre les fondateurs, c'est que vous n'êtes probablement pas fait pour être associé. D'accord? Si le premier jour, vous décidez que moi, je vaux 2 fois plus que vous, c'est qu'on ne devrait probablement pas travailler ensemble. Parce qu'il y a un moment où vous allez être aigri parce que vous réalisez qu'en fait, c'est vous qui travaillez 2 fois plus que moi. Et surtout, vous allez vous dire, mais attends, mais pourquoi on travaille aussi intensément alors que lui, il a 2 fois plus d'upside que moi? Donc, il y a peut-être des très bonnes raisons pour lesquelles je mérite 2 fois plus d'actions que vous. On ne sait pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, on ne devrait probablement pas s'associer dans le premier lieu. L'autre chose, c'est que souvent, les entrepreneurs étudiants sont prêts à lâcher des parts dans leur boîte à des gens qui ne servent à rien. Parce que ça fait plaisir. Donc, par exemple, un cas classique. Un cas classique. Espérons que c'est un peu plus une parodie qu'un cas classique, mais c'est quelque chose qu'on a entendu quelques fois. J'ai déjà entendu parler d'entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent « Bon, bah voilà, moi j'ai 45% de ma boîte, mon cofondateur a 45% de ma boîte. » Et là, ça s'arrête là et je dis « Ok, mais donc il manque 10% de ta boîte quelque part. » Il me dit « Ah oui. » Donc en fait, le premier jour où on a un peu eu l'idée, on était en train de dîner ensemble et il y avait un pote. Et ce pote-là, il a quand même pas mal aidé pendant le dîner à structurer ce qu'on allait faire. Et donc on s'est dit que 10%, c'était juste. Et je dis, mais le pote, il fait quoi aujourd'hui? J'en sais quoi, son implication quotidienne? Ah, il me dit rien. On a dîné ensemble et depuis, on continue à prendre des verres, mais il ne travaille pas du tout sur la boîte. Et je lui dis, mais donc tu as lâché 10% de ta boîte à ce mec-là? Il me dit, bah oui. En même temps, il a quand même pas mal aidé à structurer le truc. Le problème, c'est qu'après, sortir ce mec, c'est impossible. Impossible. C'est-à-dire qu'il va falloir acheter des parts, mais acheter les parts, c'est compliqué. Il va dire, ah non, mais l'idée, elle vaut clairement pas 1 000 €, elle en vaut 1 million, et tu vas quand même pas lâcher 100 000 balles pour acheter la contribution d'un mec qui a mis 2 trucs entre 2 crocs. Donc non, ça sert un peu à rien. Donc ça, c'est la première chose, c'est garder la cap table clean. Ça, la même chose s'applique aux investisseurs. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire rentrer des investisseurs très tôt, donc à récupérer 50 000 € de gens pour pouvoir payer des frais d'avocat, des frais d'incorporation, commencer à annoncer 2-3 trucs dans des mauvais médias. Souvent, c'est de l'argent qui est très mal dépensé. Il n'y a rien chez les avocats qui devrait vous coûter depuis 5 000 €. Et les 5 000 €, vous avez bien mieux à faire à aller vendre des choses à vos clients potentiels, même si c'est du service, pour essayer de les gagner, que ce que vous avez à aller lever de l'argent auprès de gens pas qualifiés. Parce qu'encore une fois, comme un mauvais cofondateur ou un mauvais ami qui était à table avec vous, ça va être très compliqué de se débarrasser de cette personne-là à terme. Et non seulement ça va être compliqué et c'est frustrant d'avoir ces gens-là qui ont des parts, mais en plus, ça va faire peur à d'autres investisseurs potentiels qui vont dire « Ah, mais j'ai pas envie de m'associer avec ces gens-là ». Parce que eux, quand ils rentrent dans une boîte, ils mettent leur argent en jeu, mais ils mettent surtout leur réputation. Parce qu'il faut se rendre compte que c'est vraiment un métier de long terme. Le métier d'investisseur en startup, c'est un métier de long terme. C'est un métier où il suffit d'une grosse boîte dans son portfolio pour pouvoir devenir une célébrité et gagner pas mal d'argent. C'est pour ça que vous allez voir que tous les VC en Europe vont vous dire qu'ils ont fait tous les mêmes deals. On comprend, c'est très facile de ne pas comprendre qui investit dans quoi, parce que quand on entend les gens parler, ils sont tous early investors dans Spotify, early investisseurs dans Adyen, etc. Mais la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que c'est ça qui crée leur crédibilité, et s'associer à des mauvaises personnes, c'est aussi ce qui peut la détruire. Ok, donc ça c'est ce que je voulais dire sur le truc. Waiting game. Pourquoi c'est un jeu d'attente? Parce que les startups, c'est caractérisé en grande partie par la croissance. Le problème, c'est qu'au tout début, la croissance, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement visible. Donc évidemment, quand tu es un investisseur, toi, tu as envie d'investir dans le truc qui est en train de monter comme une fusée. Le problème, c'est qu'au début, la fusée, elle est comme ça. Donc vous voyez le truc de croissance exponentielle, ça fait comme ça, et ensuite ça monte. Le truc de croissance linéaire, ça fait comme ça. Donc au début, tu as un peu un aspect de tangence, et tu ne sais pas si c'est juste un truc qui est en train de monter de façon linéaire ou c'est un truc qui est en train de monter de façon exponentielle. Et donc du coup, en tant qu'investisseur, chaque semaine te donne énormément d'informations supplémentaires. Donc toi, tu es prêt à faire attendre. Et c'est pour ça que tu vas rencontrer, en tant qu'entrepreneur, énormément d'investisseurs qui ne vont jamais vraiment te dire non. Ils vont toujours dire « Ah ouais, c'est intéressant ». Ils vont essayer de mettre le rendez-vous dans 3 semaines plutôt que dans 10 jours. Ils vont toujours essayer de gagner un peu de temps parce que tant que ce n'est pas une évidence que tu es la prochaine fusée, ils vont essayer de s'acheter ce temps-là. Et d'un autre côté, plus toi tu arrives à attendre en tant qu'entrepreneur, plus tu vas avoir de leverage auprès de l'investisseur. Parce que ça veut dire que tu auras des chiffres qui seront probablement meilleurs. Et dans ce cas-là, tu pourras négocier soit plus d'argent, soit une meilleure valorisation. Et donc, des deux côtés, tu as ce jeu sur investir le plus tôt possible quand c'est évident pour l'investisseur, mais aussi te faire poireauter le plus longtemps possible pour pas qu'il prenne de risque. Parce que même si ça s'appelle investisseur en capital risque, ils détestent le risque. Okay? Parce que, encore une fois, le risque, c'est non seulement de perdre l'argent. À la limite, l'argent, c'est pas vraiment leur,
Donc bon, ils peuvent toujours s'arranger. En revanche, passer pour un con, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. La question d'après qu'on nous pose souvent, c'est quand est-ce qu'il faut lever de l'argent? Et le truc, c'est qu'il n'y a jamais de réponse évidente. La réponse évidente qui est fausse, c'est de dire on doit lever de l'argent quand on n'a plus d'argent. Non. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça c'est une très mauvaise idée. Et la première et la plus évidente, c'est que si tu lèves de l'argent quand tu n'as pas d'argent, tu n'as aucun leverage quand tu vas voir un investisseur. Parce que tu es complètement à sa merci. Et s'il te dit, écoute, je vais racheter 40% de ta boîte pour 100 000 balles, vu que si tu ne prends pas ces 100 000 balles, tu vas être obligé de virer la moitié de ta boîte, tu vas probablement le prendre. Okay? Et ça, c'est une situation catastrophique. Donc du coup, il faut être dans une situation où nous on recommande souvent de commencer à lever quand il ne reste plus que 9 à 6 mois de cash. Comme ça donne suffisamment de temps pour le faire. Encore une fois, je vais donner des chiffres parfois en parlant, mais il n'y a aucun chiffre qui est standard. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Les boîtes sont très, très, très différentes. Il y a quelques standardisations qui sont en train d'avoir lieu, enfin, qui sont en train d'être réalisées dans l'industrie, notamment sur les modalités d'investissement. Et c'est pour ça que je ne vais pas trop parler des modalités d'investissement, parce qu'aujourd'hui, les VC savent que s'ils mettent des termes invraisemblables et horribles auprès des entrepreneurs, ils vont se faire défoncer, et que tout le monde va le savoir, et que du coup, plus personne voudra les lever vers eux. En revanche, sur tout ce qui est valorisation et somme levée, c'est très compliqué d'avoir des vrais benchmarks. Et du coup, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, même si je veux bien vous donner quelques exemples un peu plus tard. Mais donc, surtout, pour revenir à quand le faire, donc la première chose, c'est qu'il faut être prêt. Pourquoi? Parce que ça peut très vite prendre beaucoup de temps de lever des fonds. Et si vous le faites quand vous n'êtes pas prêt, ça va durer beaucoup plus de temps et vous êtes incapable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas penser que vous êtes en concurrence avec vos vrais concurrents quand vous allez lever des fonds. Quand vous allez lever des fonds, vous êtes en concurrence avec tous les autres entrepreneurs qui vont lever des fonds au même moment que vous, mais qui sont dans des industries complètement différentes. Parce qu'à moins que vous soyez en train de parler à un investisseur qui travaille dans une verticale très, 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 très précise, lui, il va faire peut-être 5 à 10 tickets par an dans des industries assez variées, mais c'est ça sa vraie contrainte, c'est les 5 à 10 tickets par an. Et donc vous êtes en train de vous battre contre ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller empoisonner la nourriture de toutes les personnes que vous connaissez à Paris qui sont en train de lever des fonds. Il y a des méthodes plus efficaces, mais ça veut dire que quand vous êtes en train de lever, il faut être super préparé parce que sinon vous allez passer pour un imbécile. La dernière chose, c'est qu'il faut aller lever quand vous avez une idée claire de ce que vous allez être capable de faire avec l'argent. Donc j'y reviendrai. C'est souvent une indication d'un mauvais investisseur. Donc quand vous êtes en train de lever un pré-seed ou un seed, c'est souvent une indication d'un mauvais investisseur s'il arrive et qu'il vous demande vos projections de revenus sur les 5 prochaines années. Parce que normalement, dans 18 mois, vous êtes mort. Donc il faut être un peu idiot pour demander des projections de revenus à 5 ans. En revanche, c'est un assez bon exemple s'il vous demande, ce que sont vos unit economics, donc comment marchent vos dynamiques très basiques d'acquisition et de revenus par utilisateur ou par client. Et d'un autre côté, comment vous allez dépenser votre argent. Okay, donc pas tant ce que vous allez gagner sur les 5 ans, mais en tout cas sur l'argent que vous allez lever auprès de lui, comment vous allez le faire travailler. Donc ça, c'est sur la préparation. Ensuite, il faut bien comprendre que quand vous levez des fonds, il faut vraiment être dans un mindset on ou off. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lever des fonds, c'est une des choses les plus distrayantes de vraiment construire sa boîte. Construire une boîte au tout début, ça implique que 2 choses. Ça implique créer un produit que les gens aiment et leur vendre. Il n'y a rien de plus. Okay, donc du coup, c'est de rendre les clients heureux. Le problème, c'est qu'aller lever des fonds, c'est une énorme distraction là-dessus. Okay, parce que ça veut dire que c'est du temps que vous ne passez pas sur votre produit et c'est du temps que vous ne passez pas à parler à vos clients. Peut-être que si vous avez de la chance, vous êtes en train de faire un truc et que vous allez avoir un truc qui est lié à des consommateurs très généraux et que du coup, quelques investisseurs vont avoir des bonnes idées ou qui vont pouvoir vous présenter des boîtes dans leur portefeuille qui ont fait des choses relativement similaires, peut-être. Mais ça, au mieux, c'est du hasard. La plupart du temps, ça va être une énorme distraction de lever des fonds. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que non seulement quand vous le faites, il faut le faire de façon très intense, mais ça veut dire que surtout quand vous ne le faites pas, il ne faut pas aller prendre des verres avec des VC. Il y a quelque chose que les entrepreneurs font de façon presque systématique, c'est d'éviter de faire les choses dures parce que toutes les récompenses sont lointaines dans le temps et du coup, ils préfèrent faire les choses sympathiques. Les choses sympathiques, c'est quoi? C'est aller faire des compétitions de pitch, c'est avoir 3 lignes dans la presse pour montrer à papa et maman que c'était une bonne idée de se barrer de l'école de commerce. C'est aller parler à des investisseurs parce que du coup, on a l'impression d'être une star parce qu'il y a des gens qui peut-être veulent prendre un café avec vous. Le café, ça leur coûte rien, hein. Ça leur coûte rien le café, donc ce n'est pas un énorme investissement de temps. Ils ont pas mal de temps en vrai, les investisseurs. Leur métier, c'est de trouver 5 bonnes boîtes par an. Donc prendre un café avec vous, vous savez, c'est un café parmi 1000. Nous, les gens qui s'occupent du deal flow ici, ils parlent en moyenne par mois à 100 ou 150 personnes, au moins.
Donc le café marginal, ne pensez pas que c'est un énorme honneur. C'est littéralement, ils ne se souviendront probablement pas de vous dans 2 mois. Et donc il faut éviter à tout prix de faire ça parce que eux, encore une fois, ils sont dans l'économie, enfin dans leur business model, c'est de vous faire perdre un petit peu de temps. Une autre chose que les cofondateurs font pas, assez souvent malheureusement, et qui est souvent emblématique d'un manque de leadership au sein de la boîte, c'est que parfois, ils y vont à plusieurs au premier rendez-vous. C'est très important qu'il y ait une seule personne qui soit responsable de la levée de fonds, pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit avant, vous avez une chance si vous êtes plusieurs cofondateurs, c'est que la levée de fonds peut être un peu moins une distraction, parce que vous pouvez envoyer une seule personne qui s'occupe de tout ça, et avoir les autres personnes qui sont focus sur développer le produit et le vendre aux clients. Évidemment, à terme, les investisseurs voudront rencontrer toute l'équipe, c'est normal, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une personne qui aille à tous les rendez-vous, qui s'occupe des suivis et qui soit le point de communication entre la boîte et les investisseurs. Ça nous arrive quelquefois d'avoir des boîtes qui refusent d'y aller seules, et souvent, c'est aussi parce qu'il y a des tensions sur qui est vraiment le chef. Et j'y reviendrai plus tard, mais une des choses qu'on essaie de déterminer le plus tôt possible quand les boîtes rejoignent de famille, c'est qui est vraiment le chef. C'est important parce qu'il y a beaucoup de moments où il faut prendre des décisions qui requièrent surtout de la rapidité et pas forcément de l'intelligence et du débat. Parce que, encore une fois, initialement, le meilleur prédicteur de votre succès, ça ne va pas tant être si vous prenez que des bonnes décisions, mais le nombre de décisions que vous prenez. Et du coup, avoir un chef et être dans une dictature, c'est beaucoup plus efficace. Comme je le disais pour aller parler dans des compétitions de pitch et pour aller parler à la presse, un des grands risques après votre première levée de fonds, c'est de devenir complètement accro. La levée de fonds est au bonheur ce que l'héroïne... Pardon, la levée de fonds est aux boîtes ce que l'héroïne est au bonheur. C'est à peu près ça l'analogie. Il y a des moments où peut-être que vous en avez un peu besoin si jamais vous avez des grosses douleurs ou si vous avez besoin de croissance. Je suis sûr que l'héroïne, si les gens pouvaient microdose de l'héroïne, ils seraient assez contents. C'est assez impossible. Okay, c'est très facile de tomber dans l'addiction de la levée de fonds. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une chose qui est plus facile pour certaines personnes que de vraiment construire sa boîte. C'est pour ça que vous voyez des boîtes où personne ne comprend comment elles marchent, mais qui n'arrêtent pas de lever des fonds. Parce que c'est super dur en tant qu'investisseur, quand il y a quelqu'un qui est super fort pour raconter des histoires, qui vous vend des visions de fou, de dire non. Parce qu'il y a plein d'autres gens qui ont dit oui en plus. Donc vous dites, si tout le monde a dit oui, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, et donc j'y vais, et donc j'y vais, et donc j'y vais. Et on se retrouve avec des gens qui lèvent des sommes astronomiques et qui au final n'ont pas vraiment construit quoi que ce soit. L'important, une fois que vous avez levé des fonds, c'est de retourner tout de suite bosser sur votre boîte. Et en plus, la meilleure façon de lever des fonds, systématiquement, c'est de bosser sur sa boîte. Ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, rien n'est standard. À chaque fois, on vient nous voir et on nous dit « Ok, voici mes chiffres, combien je peux lever ?» Franchement, ça dépend vraiment de ta tête. Si tu as une bonne tête, tu peux probablement lever 3 fois plus que si tu as une mauvaise tête. Et avoir une bonne tête, c'est super dur de travailler dessus. On peut faire plein de trucs, on peut essayer de t'habiller un peu mieux, te mettre un peu de maquillage, t'apprendre à moins gesticuler, t'apprendre à parler moins vite. Mais franchement, il y a des grosses contraintes. Et donc, du coup, ça va vraiment contraindre ce que tu vas pouvoir lever. Il n'y a rien de standard. Pareil pour le temps. Parfois, ça prend 3 jours. Là, on parlait à des boîtes qui nous disaient aujourd'hui, sur une bonne boîte early stage à San Francisco, tu peux avoir 4 term sheets en l'espace de 8 jours. À Paris, pour une boîte d'à peu près du même niveau, si tu as 4 term sheets en l'espace de 5 semaines, honnêtement, c'est déjà pas mal. Il n'y a rien qui est vraiment standard. Parfois, tu vas avoir un fondateur parisien qui va être extraordinaire et qui va en avoir 3 en 2 semaines. Il n'y a rien qui est standard. Ensuite, donc là, rentrons un peu plus dans les discussions de ce que c'est de lever des fonds et les négociations. Il y a quelque chose que les entrepreneurs ont tendance à oublier, c'est qu'il y a une énorme asymétrie d'information entre l'entrepreneur et l'investisseur. L'entrepreneur sait non seulement ce qu'il vaut, mais en plus ce qu'il veut faire de la boîte. L'investisseur, au mieux, a reçu un deck dans lequel il y a quelques chiffres, une petite description du mec. La description du mec, c'est souvent rien de plus que l'école et en gros le job qu'il avait avant. Et à cause de cette asymétrie, c'est très compliqué pour le mec, pour l'investisseur a priori, de pouvoir mettre une vraie valorisation sur la boîte. Pourquoi? Parce que